Bel bonsoir, peuple, moi, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission Tchoupoutet, émission basée sur la déconstruction, la recherche de nouvelles alternatives. Et qui dit Tchoupoutet dit une équipe. C'est Seydi Elrich. On est là, posé. Ça va tranquille? Oui, on est dans les derniers préparatifs du village. Donc, Les villages de la souveraineté. N'oubliez pas le rendez-vous le 31 mai. Où d'ailleurs, Madame Smeralda, justement, sera marraine de cet événement. Eh ben c'est bon, tu as déjà introduit l'invité. Ah, désolé, j'ai spoilé. Donc effectivement, ben, tu l'as déjà dit, nous avons comme invité Madame Smeralda. Bonsoir notre invité. Bonsoir à vous deux, et puis à vos auditeurs, et puis merci pour l'attention. Eh ben, il n'y a pas de souci, surtout par rapport à cette thématique Oui, également, vos recherches, également en tant que sociologue, voilà, entre autres. Nous allons parler ce soir du colorisme, une thématique très très large, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi on va essayer de bien compacter les informations ce soir. Donc, tenez-vous prêts, soyez attentifs parce que quelle est l'information qui est tombée. Et pourquoi cette thématique ce soir, Ulrich? En fait, tout part d'il y a environ 2 semaines, une vidéo que fait donc le comédien connu, célèbre en tout cas, Bobby, qui fait une vidéo sur, enfin, avec autour, en tout cas, d'une idée dérisoire, en utilisant la thématique de Dragon Ball Z pour mettre en opposition la belle femme, le bonbon, la vanille pacane, enfin, il la traite de beaucoup, il donne beaucoup de superlatifs à cette femme-là, mais que pour aller danser avec elle, il faut passer par le Komodo. Et dans le Komodo, on voit une femme apparaître avec une teinte de couleur qui est différente et aussi avec des traits qui sont différents du fameux bonbon. Et donc, à partir de ce moment-là, part la polémique, parce que effectivement, certains vont pointer du doigt le fait que c'est du colorisme. Et ce qui est intéressant, mais à la fois intéressant, à la fois qui nous questionne, c'est en commentaire le nombre de personnes qui ont nié le fait qu'il y ait du colorisme, parce que la colorimétrie ne serait pas si extraordinaire entre les deux, qu'il n'y aurait pas un si gros décalage, qu'on voit le mal partout, qu'on ne peut plus rire, enfin voilà, c'est de l'humour, etc. Et moi, en tout cas, ça m'a interpellé parce que ça me pose des questions. Parce que quand on est sensibilisé au colorisme et qu'il ne s'appuie pas seulement sur une discrimination sur la couleur de peau. Il y a aussi la grossophobie également. Il y a aussi la grossophobie dedans. Mais ce n'est pas juste une histoire de couleur de peau, c'est aussi des traits, c'est aussi les cheveux. Et de voir que certaines personnes ne se sont même pas rendues compte qu'il y a toutes ces choses-là qui apparaissent et tous ces clichés qui apparaissent dans les deux images et que quand on met les images côte à côte, on voit très bien clairement la différence et le fait qu'il y a une femme qui a des traits qui se rapproche justement du modèle qu'on véhicule, clair de peau, les cheveux royaïaï, etc., etc. Et l'autre, justement, qui est plus foncé de peau, qui a les cheveux crépus et qui en plus a des traits voilà, négroïdes, on peut les appeler comme on veut. Et moi également, la mise en valeur par rapport également à cette femme aussi, comparativement à l'autre. C'est ça, et les rôles que chacune ont, ne pas se rendre compte qu'il y a une problématique, même si on veut, par manque de connaissances, on peut ne pas penser que c'est du colorisme, mais ne pas se rendre compte que c'est problématique d'avoir cette opposition-là, et de se rendre compte que dans les phénotypes qu'on a justement en Martinique, il y a de tout type de phénotypes, et qu'il y a des personnes justement qui subissent des discriminations de par le fait qu'ils ont cette couleur de peau, qu'ils ont une certaine texture de cheveux, certains traits. Franchement, c'est dommage en fait d'en arriver en 2025 à ne même pas se rendre compte qu'il y a une problématique et qu'il faut pouvoir la traiter, même si il a fait avec un trait de l'humour, même si c'est pas forcément conscient. Une fois que c'est révélé, pour moi en tout cas la moindre des choses, c'est de se rendre compte que oui, ok, là, c'est vrai que là je suis rentré dans un problème de fond que je ne maîtrise pas, que je peux chercher à me renseigner et affirmer à coupable, mais en fait sa réaction, ça n'a même pas été celle-là. C'est vraiment de nier ce phénomène-là en disant, et je pense qu'en fait c'est surtout, comme je ne suis pas concerné, bon voilà, je balaye tout simplement ce phénomène-là de côté. Mais en fait, c'est ne pas se rendre compte qu'on est une population qui subit ces discriminations-là depuis des temps très anciens. Ça fait très longtemps qu'il y a cette ingénierie qui est mise en place pour pouvoir nous diviser. Et en arrivant en 2025 à ne pas s'en rendre compte, malgré tous les travaux qui ont été faits justement pour révéler ce phénomène justement de colorisme, le fait qu'il y a une séparation en fonction de la couleur de peau, des traits, c'est vraiment chiant en tout cas en 2025 d'en arriver à encore réexpliquer qu'est-ce que le colorisme et pourquoi en fait ça touche nos populations martiniquaises en tout cas et caribéennes. D'accord, ok. Un petit mot par rapport à son introduction.
Oui, non, ce que dit Ulrich est révélateur du peu de connaissances que nous avons de nous-mêmes et du fait que nous sommes agis un peu comme des automates en fait. On reproduit des schémas, une idéologie destructrice qui est tournée contre nous, une vision du monde, une vision de la femme aussi, femme objet, parce qu'il faut qu'elle présente certains traits pour être regardée et il faut voir les choix des hommes noirs par rapport aux femmes, ça en dit long. Donc c'est vraiment un travail d'explication qui n'est pas fait. Et le fait d'être dans le déni, c'est se protéger, parce que dire ça, ça veut dire que avouer qu'on est raciste, entre guillemets, entendu que les gens mélangent le racisme et le colorisme. Parce que si le colorisme, c'est une sorte de racisme, ça n'est pas le racisme. Le racisme est une idéologie de la domination qui est créée par un groupe dominant, prédateur, et qui veut garder tous les avantages de sa prédation. Donc il ne partage pas, il discrimine, il exclut. Tandis que le colorisme, c'est, on va dire, le bâton qu'il nous a donné pour nous battre entre nous, pour nous diviser. Ulrich a mentionné cet aspect-là, mais il ne faut pas négliger le fait qu'aucun peuple déchiré par le colorisme, un peu, c'est l'équivalent du tribalisme qu'on utilise sur le continent africain, c'est un tribalisme, le colorisme. C'est dire que chaque tribu, chaque apparence, enfin nous on l'a adapté de cette façon-là, mais c'est dramatique pour parler de l'unité d'un peuple qui veut faire peuple. Donc par rapport à notre contexte sociétal, c'est difficile de pouvoir rire de tout par rapport à nos problématiques alors. On peut rire de tout tant qu'on est dans l'ignorance et que on est dans le déni des effets qu'on produit en utilisant, par exemple, ce genre de support. Deux femmes qui sont comparées, mais elles ne sont pas comparables. D'abord, l'une est très jeune, l'autre est ancienne, enfin plus âgée. L'une est très mince, l'autre est plus grosse. Et puis, l'une est crépue, l'autre est frisote. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de comparaison à faire, sinon à dénigrer un type physique sur lequel on a projeté tous les préjugés, les stéréotypes négatifs, parce qu'il y a des stéréotypes positifs, tous les stéréotypes négatifs sont projetés sur la femme, plus grosse, plus noire, plus crépue, etc. Et ça, c'est vraiment manier, même manipuler une espèce de cocktail qui est vraiment d'une violence symbolique inouïe, mais en étant dans le déni, on refuse en fait les conséquences de ce qu'on a assemblé et qui ressemble forcément, absolument, à ce qui fonctionne dans notre société. D'accord. Effectivement, on va également passer par rapport à cette définition du colorisme. D'où vient le colorisme dans notre contexte martiniquais et comment s'est-il introduit historiquement? D'accord. C'est une question. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ça demandera de longs débats. Aujourd'hui, on aura une toute petite esquisse de ce que c'est que le colorisme. Je vous dis pourquoi, parce que je travaille sur les relations raciales d'après une école américaine qui s'appelle l'école de Chicago. Donc, pour les gens qui veulent savoir, alors qu'on ne dit pas parler de race, c'est l'hypocrisie de la société occidentale et de la nôtre encore plus, puisque nous avons autorisé un groupe que nous appelons une ethnoclasse à vivre à nos côtés, à nos côtés quand ils ne se retirent pas de la manière que nous savons, et en tant que groupe blanc. Nous l'avons autorisé. Et à côté de ça, nous demandons aux autres de ne pas parler de race, de ne pas regarder la société comme étant justement l'émanation d'une construction raciale. Alors, les définitions qui sont données du colorisme, en général, j'avais résumé quand on a passé le film... le mythe de la femme noire. Donc j'étais à l'Atrium et j'avais dit le colorisme, c'est le racisme des pauvres. C'est-à-dire un racisme qui ne peut pas produire d'effet, parce que le racisme, c'est ce qui caractérise le racisme, c'est le pouvoir qu'a un groupe humain d'exercer, d'abord les préjugés,
qui vont avoir des effets dans la vie sociale, dans la vie, dans l'existence des personnes discriminées. Ça a des conséquences, parce que quand on vous refuse un travail, un logement, etc., par racisme, maintenant, le racisme peut se renforcer par le colorisme. C'est-à-dire que nos gens n'ont pas le pouvoir qu'ont les personnes qui disposent, qui utilisent cette arme. C'est une arme très, 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 très violente et scélérate, mais ils peuvent, dans le cadre d'une société raciste, faire jouer des considérations coloristes. Par exemple, je suis un sous-fifre d'un patron blanc, je suis mulâtre ou noir, peu importe, eh bien, quand on va me donner à faire, à recruter, bah, je vais peut-être prendre la personne qui a les cheveux le plus moins défrisés, enfin moins frisés, et la peau la plus claire. Parce qu'il faut qu'on comprenne que tout ça va s'entremêler et donner un cocktail de trucs que nous avons du mal à gérer et qui génère beaucoup de souffrance, parce que hier j'étais dans une présentation, une intervention avec une collègue qui est aussi sociologue et qui est noire de peau. Enfin, on est tous des noirs de peau, et moi je la connaissais très calme, etc. Et tout d'un coup elle dit dans son exposé, elle dit oui, moi, comme ça, là, je n'ai jamais vu ça. Bon, parce qu'elle n'a pas vécu ici, qu'elle est née je crois qu'en France ou en Occident, je ne sais plus où. Et elle dit, j'ai eu un problème avec quelqu'un qui m'a dit, oh, viens, Grescon, qui fancho. Et on sentait que, parce que quand on arrive à un certain niveau aussi, on a une certaine conception du soi, une certaine manière de se décliner, et puis on sentait qu'on l'avait... mais c'était plus que de la maltraitance. Je ne sais pas expliquer une femme qui est là tout d'un coup, qui a un problème avec quelqu'un et qui se voit attaquer sur son apparence. C'est aussi un manque de valorisation de soi-même, un manque d'estime de soi-même également. Pour celui qui dit ça. Pour celui qui l'encaisse également. Non, c'est-à-dire que si elle a réagi aussi, on sentait que c'était une grande souffrance, mais celui qui le dit aussi, il utilise un argumentaire qui montre qu'il a l'habitude de considérer qu'un noir, ça peut s'insulter, s'injurier, et on peut lui dire ce qu'on a. Et on a en face une femme qui est d'un certain âge, qui a un statut, etc. Donc, des deux côtés. C'est la personne qui reçoit est très violentée, mais celui qui dit aussi, et c'est pour cela qu'il faut tenir compte des aliénations, enfin du fait que les gens utilisent un argumentaire qu'ils n'ont pas remis en cause, qui est fonctionnel dans leur environnement, et parce qu'il faut que vous sachiez que insulter quelqu'un, refuser à quelqu'un un emploi sur une base sociologique n'est pas du tout la même chose que de lui refuser ou de le traiter sur une base raciale. Parce que l'identité raciale, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre... On ne peut pas s'en défaire, alors qu'on peut, sur le plan social, on peut changer de statut. Donc on comprend que quand les gens sont attaqués sur ce qu'on va appeler leur race, enfin leur appartenance, leur identité la plus, on va dire ce qu'on a de plus proche de soi, c'est-à-dire qu'on se reflète tout le temps dans ce qu'on apparaît être. Donc quand on vous attaque, on vous traite de sale machin, sale truc, c'est le même type d'argumentaire que les Occidentaux ont utilisé contre les Noirs quand ils les ont appelés sales nègres. Et si vous essayez de dire salement, vous verrez, ça n'a pas du tout. Et puis c'est même, on n'y croit même pas. C'est clair. Alors, je voulais juste vous dire, parce qu'il faut expliquer aussi, en effet, d'où vient ce problème du colorisme. Donc le colorisme découle du racisme. Le racisme, on va dire, c'est celle qui génère, qui est vraiment le tronc le plus costaud, et ça ne marche pas si on n'a pas de pouvoir. Il faut que les gens comprennent qu'on peut s'insulter, se taper sur la tête comme on veut, mais le racisme, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir d'exclure, de rejeter, d'empêcher, et surtout de garder toutes les ressources pour soi. Et pour le faire, on a développé des discriminations, des rejets, de tout ce qu'on veut.
D'accord? Donc on comprend bien. Le colorisme, c'est la gestion très malsaine de notre diversité. Alors je voulais vous dire que il faut que nous comprenions que les États ont joué un rôle très important et continuent à jouer un rôle important dans l'existence, d'abord dans le racisme, parce que vous savez que chez nous, le racisme qu'on appelle structurel a été introduit avec le Code noir. Quand un religieux, parce qu'au début, les Blancs, voilà, ils avaient un doigt de pucein sur leurs esclavisés, donc ils en abusaient, et puis ils ont mis très vite au monde une grosse composante parce qu'en moins d'un siècle, on a eu 30 à 32% de la population qui était constituée de ce qu'on appelle des mulâtres. Et parce que les colons avaient une activité sexuelle plutôt abondante. Et du coup, quand un religieux verra cette sorte de disparition lente du groupe des Blancs, il va interpeller Richelieu, il va lui dire, vous avez envoyé des Blancs aux colonies pour vous représenter en tant que Français, mais ils sont en train de disparaître parce qu'ils se mélangent aux Noirs et qu'on n'a plus que des métis. Et la France va, avec le Code noir, arrêter ce processus, imposer. Et vous allez relisez le Code noir pour ceux qui l'ont, vous verrez comment la France s'y prend pour interdire les relations entre les maîtres, les esclavagistes et les esclavisés, et comment on va punir ceux qui vont aller à contre-courant, par exemple, pour s'occuper de leurs petits mulâtres, patati patata. C'est très compliqué, mais c'est à partir du Code noir, donc c'est un racisme d'État officiel, qui structure les liens entre blancs et noirs et qui donne aux mulâtres la place qu'ils ont. Une place de tampon, tantôt préservée, tantôt un peu larguée, mais la France s'est toujours occupée des mulâtres d'une façon particulière. Ce sont les colons ici qui les ont assassinés à grande échelle à 2 reprises, en 1830 et 1833. 1830 à Saint-Pierre, il y a eu des massacres d'esclaves, de mulâtres, par les colons blancs, parce que la France, ils avaient demandé à la France d'avoir les mêmes droits que les colons blancs, et ceux-là ne l'acceptaient pas. Donc vous voyez, on n'a rien dans notre histoire qui ne se déroule en dehors de cette configuration racialiste, et tellement violente qu'on a détruit des gens. Parce que, sur le plan économique, il ne fallait pas qu'ils se voient comme des égaux. Et pendant l'abolition, on va voir aussi qu'on va empêcher les esclavisés, les nouveaux libres, de jouir de leur liberté en faisant venir à la Martinique des Blancs qui n'auront pour fonction que de jouer le rôle de contremaître. Pas de se mélanger aux travailleurs pour fusionner avec eux et pour que la construction du blanc comme étant au-dessus de la mêlée ne soit perturbée, enfin ne soit déconstruite. Donc c'est très important qu'on comprenne tous ces processus pour analyser ce qui se passe. Maintenant, vous avez aux États-Unis, par exemple, vous savez que les mulâtres et les noirs se mélangeaient, enfin ils faisaient un peuple, ils constituaient un groupe et on les appelait noirs. Ils se sont d'abord appelés Africains-Américains, non, Afro-Américains. Afro-Américains. Et après, ils ont décidé de s'appeler Africains-Américains. Tous les mulâtres, d'ailleurs, quand vous regardez les luttes des Blancs, des Noirs, il y a des gens très blancs, très clairs de peau, avec des cheveux lisses, etc. Mais tout le monde s'est décliné en termes de noirs. Mais Madame Esmeralda, là, il y a eu cette déconstruction-là de ce peuple-là aussi. Il y a eu cette déconstruction-là pour en arriver là. Et nous, de notre côté, cette déconstruction, on ne l'a pas effectuée. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que justement ça a fonctionné parce que pour les Blancs, dès que vous aviez une goutte de sang noir, vous étiez noir. C'était la théorie de la tache. On trouve ça, c'est encore bien expliqué. Eh bien, en 2000, il y a eu un recensement et pour la première fois, comme les Américains blancs sont en train de se voir diminuer, ils ont fait réaliser un recensement et ils ont pour la première fois demandé à tous les gens de se définir racialement. Donc quand vous êtes noir spontanément dans cet environnement-là et que vous n'avez pas le choix, ben vous êtes noir. Mais si on vous donne le choix de sortir de votre négrité pour devenir autre chose, eh ben c'est ce qui se passe
on en était à 15 millions d'Africains américains. Après le recensement, on est tombé à 12 millions. Des gens, des mulâtres, des gens clairs, qui ont décidé qu'ils sortaient du statut de noir pour devenir autre chose, et donc se définir blanc, ou bien se trouver d'autres dénominations. Donc je vous parle d'un racisme d'État qui a un effet sur le colorisme. Vous avez aussi une dame, donc chez nous, une dame qui a écrit, qui s'appelle Emmanuelle Saada, qui a écrit un texte qui s'appelle, qui est très intéressant, Le poids des mots, la routine des photos, photographies, etc., de femmes martiniquaises 1880-1930. Et je voulais vous parler de ça, de ce qu'elle apporte dans la compréhension du problème et qu'on appelle la déracialisation, qu'elle a appelé la déracialisation. Donc, avant l'émancipation, les documents officiels qu'on avait, des voyageurs qui venaient, des voyageurs français, on désignait les gens par leur couleur. On disait des noirs, des mulâtres, etc., etc. Et donc, on savait à quelle catégorie de personnes on avait affaire. Dans les documents officiels des années 30, on va gommer totalement ces marques d'appartenance de la race qui vont être présentes quand on va fréquenter les gens, mais on supprime ça. Et vous comprenez que c'est la France qui décide d'organiser les groupes en fonction de son projet à elle. Mais nous, en tant que groupe qui vit ici, qui partage un certain nombre de choses, ce travail-là, nous ne l'avons jamais fait. Donc nous n'avons jamais déconstruit. La France s'est occupée de nous déracialiser, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va créer ce qu'on appelle, à l'époque de la République, qu'elle va créer ce qu'on appelle l'identité créole. Et les gens qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit que ce mot-là est chargé idéologiquement, ils ont l'impression que c'est juste parce qu'on n'aime pas les béquets, peut-être. Non. Dans les années 1830, et vous trouverez donc les données dans cet article de Madame Saada, la France décide, au moment où elle va ériger la République, que la République est une et indivisible, qu'il n'y a pas de race dedans. Donc, elle supprime toute notre réalité, la diversité dans laquelle elle nous a mises, placées, parce que c'est elle qui a importé, déporté ici toutes sortes de gens dans le creuset de la plantation. Donc, c'est que nous soyons désormais appelés créoles selon la volonté de la métropole, n'émane pas de nous, mais émane bien de la France, qui nous déracialise, qui ne veut plus entendre parler de race, de couleur, de tout ce qu'on veut, mais de créole. Et le créole, même avec les colons, elle a eu un petit accrochage, parce que les colons entendaient être les seuls à s'appeler créole. Quelle est votre définition du créole? Non, mais parce qu'il faudrait savoir également, aussi, parce qu'on parle de créole, mais aussi savoir... Non, elle savait, la France savait, puisque le créole, c'est un blanc né aux colonies. Et ça, c'est évident, c'est un colon, quelqu'un qui s'est implanté sur une terre qui ne lui appartient pas, et qui va faire racine, qui fait souche. Maintenant, quand la France dit, dans mon évolution statutaire, après la révolution de 1789, voilà, on devient république, etc., etc. Et comment cette France sur laquelle le soleil ne se couche jamais, vous savez ça? Oui, avec tous les territoires français. Voilà. Dit français. Eh bien, oui, eh ben, cette France-là, elle a du monde partout et de toutes les couleurs. Et de toutes les mers, de tous les continents. Et de toutes les races. Et elle ne veut pas qu'on parle de race. Elle veut, à la limite, elle nous impose, elle nous déracialise en disant, bon, on va s'appeler, on sera créole. Et le mot créole est en fait un mot que les Blancs d'ici utilisaient pour se définir. Identitairement, c'était important pour eux. Quand la France décide, par ses administrateurs, par tout ça, que désormais le nom que nous aurons sera celui du créole, les colons ne sont pas contents. Comme ils ne sont pas contents lorsque la France donne des droits qui placent les mulâtres sur un plan d'égalité avec eux. D'ailleurs, ils sont tellement pas contents qu'ils vont les trucider par centaines à Saint-Pierre et au Lorrain. Eh bien, voilà comment nous devenons donc des créoles. Et vous comprenez pourquoi
Tous Créoles, l'association, etc., qui a repris le flambeau, même après quelques années, décennies. Pourquoi il y a cette sorte d'entêtement à vouloir nous obliger à nous définir comme des créoles, mais vous avez des gens parmi nous qui ont dit que c'était qu'ils ne voulaient pas être désignés de cette façon-là. Et qui vont également vers une... qui n'ont pas fait de déconstruction, mais qui vont vers une réconciliation également, à travers toutes ces associations. Oui, mais réconcilier qui à quoi quand on a absolument pas... vous regardez la question des réparations qu'on a là. Non, non. C'est en fait... qui a le pouvoir de nommer? Il y a un très bon article d'un auteur canadien qui a ce titre-là. Qui a le pouvoir de nommer? Et nous n'avons jamais eu ce pouvoir. Donc nous avons relayé. C'est comme le colorisme. Tous les noms que nous avons et qui sont vraiment des noms d'animaux, si vous ne savez pas pourquoi ce sont des noms d'animaux, il vous faut remonter dans l'histoire pour savoir que pour le blanc, le noir était un animal et qu'il était stérile. Et du fait qu'il était stérile, il ne pouvait pas faire d'enfants. Donc le colon pouvait se servir, utiliser sexuellement son esclave. Je dis son esclave au féminin, mais aussi au masculin. On a découvert beaucoup de choses après, d'exactions commises sur les hommes aussi. Eh bien, à partir de là, vous dites, pour le colon, l'esclavisé est stérile, puisque c'est un animal. Donc, voilà. Et puis, il se trouve que, avec tout ça, elles se mettent aussi à faire des enfants, donc ils appellent mulets. Et mulet, pourquoi? Mulâtre, parce que ça vient de mulet, et que le mulet, c'est le petit du cheval et de l'âne, ou je ne sais plus, du cheval et... Enfin, c'est l'aspect péjoratif de non, ça veut dire que... Non, c'est stérile. Non, le petit de ce croisement, je crois que c'est cheval et âne... Oui, Anne, c'est ça. Eh bien, il est stérile. Donc, pour les gens, normalement, cette union-là aurait dû être stérile. Eh bien, non, ça fait des enfants. Après, le colon va se tourner vers la mulâtresse et va continuer à penser que c'est stérile aussi, puisque c'est un accident que la femme noire ait fait des enfants. Eh bien, vous aurez quelques unions entre noirs et mulâtres, et vous aurez ce phénomène de la désignation animale bestiarisée, qui est le capre. Et le capre, ça vient de caprin. Et puis, vous avez les chabins, qui sont en fait une variété d'albinos, mais comme nous, on croit que tout ce qui est blanc, eh bien, ça vient du blanc. Non, les premiers à avoir fait des enfants blancs, ce sont les Africains, parce que c'est un gène très répandu, le gène de l'albinisme. Donc, nos chabins, qui ont les cheveux crépus et des traits dits négroïdes, sont des noirs, en réalité. Mais que veut dire chabin? Race de moutons à gros poils. D'accord? Donc, quand vous regardez comment nous nous désignons, comment nous sommes... Le colorisme, c'est, comme je l'ai dit, un sous-produit du racisme, mais dénué de tout pouvoir. Et nous n'avons pas le pouvoir de nommer. Nous pourrions aujourd'hui, que nous comprenons, parce que nous n'avons jamais expliqué pourquoi nous avions ces noms-là et pourquoi on nous avait bestiarisés à ce point-là. Mais les gens ne s'imaginent pas. Vous venez d'entendre dire que un grand ministre ou premier ministre vous dit qu'il ne savait pas que le code noir n'était pas abrogé. Et pendant que nous sommes en train de, soi-disant, goumer pour reconnaissance pour les réparations, on décore un esclavagiste, un descendant d'esclavagistes à notre nez, à notre barbe. Donc il est évident que si nous étions investis de pouvoir, ces choses-là ne se seraient pas faites. Et c'est pour ça qu'il faut donc reconsidérer le fait que le racisme, le colorisme est un racisme, mais de personnes dénuées de pouvoir. Maintenant, je voulais vous parler de Ruth Dubois. Hein? Il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les âmes du peuple noir ». Il parle de la guerre de sécession. Et il vous montre qu'en fait, comme pour nous, ça s'est posé aussi, mais personne ne l'a jamais théorisé. Après l'esclavage, qu'est-ce qu'on va faire des Noirs? Aux États-Unis, ça s'est posé. Et ça a donné lieu à une guerre, la guerre de sécession. Et c'est ça qui vous explique. En fait, on n'a jamais dit
que, je vous lis rapidement ce qu'il dit, le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs, de la relation entre les races en Asie, en Afrique, en Amérique et sur les îles océaniques. C'est l'une des phases de ce problème qui est à l'origine de la guerre de sécession. L'esclavage des Noirs était la véritable cause du conflit. La question était, qu'est-ce qu'on va faire des Noirs? D'accord? Donc vous voyez, on est dans quelque chose de très complexe. Il faut qu'on démêle un peu les tenants et les aboutissants de ce phénomène qui nous ronge. Parce que sociologiquement, c'est très pénible de vivre avec des gens qui ont des comportements, d'abord, comme ce monsieur qui n'analyse pas, et quand vous les aidez à les analyser, ils vous renvoient une sorte de critique qui est vraiment infondée, parce qu'il faut qu'on s'apaise, qu'on essaye de comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit, parce qu'on n'est pas des mécaniques qui tournent à vide ou bien qu'on a remonté avec une chaîne et puis qu'on laisse se dérouler comme ça. Donc il y a cette personne-là, Madame Saada, qui nous dit beaucoup de choses sur notre déracialisation. Et puis il y a le livre de Monsieur Burton qui s'appelle La famille coloniale. Et il parle très concrètement de tout le processus qui a suivi l'abolition de l'esclavage, où il n'était pas question de nous laisser devenir des hommes, que les Blancs, que nous nous comparions aux Blancs, et que comment on va dire ça, j'ai parlé des différences aussi de perception suivant le fait que eux, ils savaient qu'ils étaient des esclavisés, enfin des nouveaux libres, mais qui descendaient d'esclavisés directement, mais qu'on les ait travaillés à l'âme, au corps, à tout ce que vous voulez, pour qu'ils ne se sentent pas des êtres humains et qu'ils confondent, parce que nous sommes dans ça. Il y a une confusion incroyable à la Martinique et dans toutes les colonies françaises et puis d'autres entre l'appartenance raciale et l'appartenance sociale. Or, théoriquement, ça n'a rien à voir. C'est ça qui explique le colorisme. Donc, on va dire, moi j'ai des compétences. Je suis noire, j'ai les cheveux crépus, je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis investi d'un cerveau qui m'a permis d'étudier et d'avoir des positions. Eh bien non, je vais rencontrer quelqu'un qui est habité par ce délire du colorisme et puis d'une forme de racisme. C'est un sous-racisme mais qui a des effets quand entre dominés, on le pratique comme si on était des dominants. Mais la population également la pratique. Mais c'est ça que je dis. Parce qu'il y a les structures de l'État, mais il y a également la population qui continue également à l'adopter. On reprend en fait des schémas qu'on n'interroge pas, comme ce monsieur, comment il s'appelle, Ibo? Bobby. On reprend des schémas qu'on n'interroge pas. C'est aussi le fait des habitudes. Hein? Ben, on s'est toujours dit comme ça. Je me rappelle qu'un grand écrivain chez nous qui a eu un prix Goncourt, quand on lui a dit, les descendants d'Indiens ont dit, mais on ne veut pas être appelé coulis, etc. Monsieur a dit, mais non, c'est comme ça qu'on dit Indien aux Antilles. Alors que le coulis, dans l'histoire de l'humanité, c'est un portefaix. Et appeler les gens ici coulis quand ils vous disent qu'ils sont très blessés, quand vous le dites, et soutenir que c'était une gentillesse, que ça fait partie de notre culture, il faudrait qu'on interroge d'abord. Parce qu'il y avait aussi le fait aussi que la population, il y avait aussi le fait de dire entre quelqu'un de très foncé qui rencontre une femme plus claire de peau, genre, il pas échappé, mais il sauvait. Oui, ni la peau sauvée. Ni la peau sauvée, le fait d'avoir un enfant plus clair. Il veut une femme plus claire. Voilà. Pour avoir des enfants. Un enfant plus à la peau clair, sauvée et plus clair par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer pourquoi, d'ailleurs on a appelé les hommes noirs machines à métisser, pourquoi autant d'hommes noirs épousent des femmes blanches. On va en venir tout à l'heure. Voilà. Oui. D'accord, mais du coup, en quoi le colorisme justement affecte nos relations sociales oui. finalement?
Eh bien, le fait que personne ne se sent vraiment accepté et que les Noirs, qui sont la partie la plus importante de cette société, ont l'impression que les autres se prennent pour des ce que d'eux, qui n'ont jamais, ils n'arrivent jamais à vivre en paix une relation, surtout dans le monde du pouvoir, le monde où on répartit les bienfaits, le prestige, etc. Donc, vous avez beaucoup de Noirs pour justement vivre en paix, enfin essayer de vivre dans ces sphères-là, vont faire des compromis terribles. Ils vont se mettre dans des confréries, dans des trucs, ils vont s'engager sur des bases qu'ils ne maîtrisent pas et qui feront qu'on va les manipuler très fortement. On l'a avec les chefs d'État africains. Hein, et ils sont tellement embrigadés dans des machins, dans des sectes et tout ça, qu'on leur demande d'assassiner leur peuple. Et ils le font, même sans se rendre compte qu'il y a à dire, mais c'est mon peuple, ce sont les miens, je veux les protéger parce que c'est mon rôle de chef d'État. Et puis vous, bien sûr, vous avez des intérêts à ce que... Oui, mais... le travail immense qu'il aurait fallu faire sur soi pour dire, voilà mon groupe d'appartenance, quel que soit ce qu'il est, et voilà, vous êtes un groupe de référence, mais entre les deux, je ne peux pas, moi, être humain, surtout être le premier de l'humanité, et de voir que je ne peux pas fonctionner avec mon groupe d'appartenance, mais que je suis sans arrêt, où je suis condamnée à n'avoir comme référence que mon groupe de référence, en fait, ceux qui représentent le prestige, l'ascension sociale, etc., et ceux par qui je pense que je peux avoir une visibilité sociale, parce que c'est de ça qu'il est question. Et pour ça, s'il le faut, je néglige la femme, une femme de mon groupe, je la néglige parce que, bon, elle n'est pas assez représentative, et je veux une mulâtresse. Mais comme chez nous, le racisme entre mulâtres et noirs a été très fort pendant très longtemps, je ne vous renvoie pas à vos livres d'histoire, mais il faut que vous sachiez que beaucoup de femmes mulâtresses qui préféraient être les maîtresses des marins qui abordaient sur nos côtes pendant... la période de l'esclavage, refusaient d'épouser des hommes noirs et qu'elles préféraient rester vieilles filles. Quand ces hommes blancs partaient, puisqu'ils venaient faire un petit séjour et puis s'en allaient, et elles vivaient de ça. Bon, on a un peu Mayotte Capétia dans tout ça, mais c'est très important qu'on comprenne toutes les stratégies racistes, racialistes, et comme ce sont des gens qui ne sont pas investis de pouvoir, mais qui vivent à l'ombre de ceux qui ont le pouvoir, ils imitent, ils copient, parce que le groupe bourgeois des mulâtres en Martinique, comme les colons, les descendants de colons, n'ont jamais cherché à s'instituer en tant que bourgeoisie nationale, qui prendrait la destinée de notre peuple en main, comme l'ont fait en Amérique centrale et en Amérique du Sud, des gens qui étaient colonisés par les Espagnols, qui ont déposé là un tas de gens, bien sûr les Amérindiens, mais aussi des gens de leur continent, de leur pays, Espagne, Portugais, etc., et puis qui ont finalement... bon, Haïti, c'était le meilleur exemple, mais regardez, on a interdit aux Noirs d'exister en tant que peuple qui soit investi du pouvoir, et on a détruit Haïti. Qu'on vient nous dire aujourd'hui, oui, regardez, voyez, les Noirs, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas ci, ils ne savent pas ça, mais ils ont été les premiers dans tout ce monde colonial à justement abattre d'abord l'armée la plus puissante, donc ils n'avaient aucun complexe. Ils n'avaient rien, mais on a construit pendant des siècles, avec la dette notamment, l'infériorité, entre guillemets, du haïtien, et bien voilà, du peuple haïtien. Voilà dans quoi on est. Donc il faut, ce que nous dit Wade Du Bois, le problème du 20e, aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est le partage des couleurs. Et même quand on nous dit qu'il ne faut pas tenir compte de ça, il faut qu'on se méfie de qui nous dit ça, d'accord ? Alors, il y a un autre aspect qu'on peut aborder et qui fait que les gens, en fait, ils ont intériorisé un schéma. Il faut que vous sachiez d'ailleurs, la France, elle se gère ici et elle nous dit, c'est elle qui a le pouvoir de nommer et de nous mettre dans des cases. Elle dit, voilà ce que vous êtes. Quand vous allez à l'université, vous dites, je veux travailler sur les relations raciales, on vous dit, niet, pas ni race. Nous, on est dans une république une et indivisible, pas ni race. Vous dites, ok.
Donc la France a construit le rapport qu'elle voulait avoir avec nous. Elle nous a déracialisés, elle nous a animalisés, bestiarisés. Avec son code noir, elle a oublié de l'abroger, patati patata. Elle décore qui elle veut, quand elle veut. Elle puise aussi dans nos rangs quelques-uns d'entre nous qui ont vraiment soif de visibilité et de reconnaissance. On peut comprendre quand on a été bridé toute sa vie, mais voilà. Par contre, nous sommes interdits de nous étudier et de nous donner des règles du vivre ensemble. Et vous comprenez maintenant le sens de mon travail. Et vous comprenez pourquoi il dérange autant. Ça veut dire que quand je dis aux gens, voilà, votre corps est à vous, votre cheveu est à vous, on n'a pas à le mêler à des histoires de tout ce qu'on sait là pour dire qu'on vous accorde un poste ou qu'on vous reconnaît de la valeur ou de la beauté. Et puis à partir de quelles normes on définit cette beauté, vous comprenez le sens de mon travail. Autrement dit, ce travail qui aurait dû être fait par notre société, si on avait un leadership, si on avait une direction soucieuse de nous faire vivre ensemble dans cette diversité qui est vraiment surfaite, parce qu'aucun pays au monde ne s'est construit de cette façon-là, avec l'ignorance des colons et de la France qui fait venir des gens de partout, qui les met choc en bloc dans la plantation, et puis qui disent, ces gens-là ne se connaissent pas, ils n'ont pas de familiarité, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes cheveux, pas la même couleur de peau, pas tout ça. Un cocktail pour dire, c'est explosif. Sur quelle base nous sommes ensemble? Sur la base d'un arrangement administratif. Mais à quel moment avons-nous construit un vivre ensemble qui nous permette de nous respecter, de nous regarder? Donc aujourd'hui, les Indiens sont dans leur bord, les Noirs dans leur bord, les mulattes, les béquets à Béquelon, enfin, et puis les Libanais. Mais il faudrait également être souverain pour pouvoir établir tout ça. Non, mais je Parce vous que dis... le fait d'être autant dans cette division, si au moins il y avait des pouvoirs, une souveraineté, on aurait pu également fonder nous-mêmes nos règles. On aurait pu, mais en attendant, puisque nous sommes appelés à vivre ensemble et à faire des enfants ensemble et tout ça, et d'une certaine façon, nous nous aimons. Nous nous aimons très mal parce que nous sommes beaucoup en surface. Il faut dire que les bases ne sont pas bonnes aussi. Non, les bases, c'est ça. Comme on disait, sur une base administrative, sur une base de main-d'œuvre, et aucune déconstruction n'avait pu être effectuée. Voilà. Donc, ça crée toutes les tensions. Il y a énormément de tensions entre nous. Et pour un oui, pour un non, vous voyez les gens exploser. D'ailleurs, on fréquente beaucoup... Là, je crois comprendre que Montgauvilsin est le refuge de tellement de gens. Il y a une souffrance à la Martinique. Franchement, analyser. Donc, tout mon travail a été orienté dans ce sens-là. Donner aux gens des savoirs qui vont leur permettre, en attendant cette souveraineté que nous appelons de nos voeux, je dis, quand j'ai écrit un pacte du racisme, j'ai dit, essayez de lever un peu sur leur tête cette chape de plomb qui fait que les gens sont écrasés. Mais vous ne pouvez pas, je vous ai dit que quand on touche à votre identité raciale ou ce que vous êtes, c'est 100 fois, 1000 fois plus grave que quand on touche à votre identité sociale. Et du coup, la souffrance, elle est, je ne sais pas, comment l'évacuer et comment dire aux gens, mais non, c'est des cons, mais non, tu es belle, tu es beau. Quand on dit aux enfants, il y a ce petit film que je montrais quand j'essayais de sensibiliser sur la question des cheveux. Une petite fille, elle est entourée, elle a ses 2 parents africains-américains qui l'aiment, qui la chuchotent, l'enfant, elle pleure quand sa maman la coiffe, pas parce qu'elle a mal, mais parce qu'elle ne s'aime pas. Elle se regarde la maman l'oblige à se regarder dans le miroir. L'enfant pleure en disant « I'm ugly, je suis laide ». La maman lui dit « le papa vient aussi ». « Mais non, chérie, tu n'es pas laide, tu es belle, etc. » « Non, je suis laide, je suis laide. » Une toute petite fille qui est déjà convaincue qu'il n'y a aucune issue à sa laideur, parce qu'elle le croit, eh bien, ça m'a obligée à chercher comment des personnes qui n'ont pas d'expérience comme ça
arrive à se dire, donc c'est dans l'expérience des poupées aussi qu'on trouve ça, la société blanche, elle détruit, et je le dis à tous les blancs qui veulent l'entendre, elle détruit d'une manière tellement pernicieuse et définitive l'estime de soi des nôtres, que si tous nos enseignants, tout ça, sont là pour continuer à ravager comme ça notre peuple, et si nous ne prenons pas les bonnes décisions, eh bien c'est pas la peine de travailler sur l'estime de soi. Parce que pendant que vous essayez de déconstruire, vous avez quelqu'un ou un groupe humain appliqué à vous détruire. Et c'est ça. C'est même pas qu'ils se disent, etc. Je l'ai étudié dans un de mes ouvrages. C'est le fait de refuser à l'enfant un regard, de le mettre au fond de la classe. Quand il lève le doigt, on ne voit pas. Ou bien, j'ai une petite qui m'a raconté il y a 3 jours, elle est née en France, j'étais très bonne, ceci, cela, j'étais toujours la meilleure. Et puis, la maîtresse s'en est rendue compte, et elle a refusé que moi, une fille noire, que je sois bonne, que je sois la meilleure. Donc, quand je levais le doigt, elle ne m'interrogeait pas. Et quand elle me parlait, elle le faisait sur un ton qui signifiait « ferme ta bouche, on n'a pas besoin de savoir ce que tu sais ». Et elle interrogeait donc les enfants blancs. Mais j'ai analysé dans cet ouvrage la racisation, que des expériences en psychologie sociale ont été faites, qui ont montré que le fait de priver l'enfant de regard le tue. Enfin, il meurt parce que l'enfant, quand il arrive au monde, la seule ressource qu'il a pour s'accrocher, voir, comprendre, d'ailleurs déjà, on dit qu'il voit, il ne voit pas tout de suite, enfin, il voit de manière un peu floue. Mais c'est véritablement, ces expériences ont montré que les nourrissons qui meurent sont des nourrissons qui n'ont pas été regardés. Les petits-enfants qui naissent, ou bien que vous mettez dans les crèches, vous avez vu qu'on vous les prend de plus en plus tôt. Pourquoi? Pourquoi laisser l'enfant au moins jusqu'à 6 ans avec un parent, parce qu'à l'âge de 6 ans, on estime que la structure psychique de l'enfant est en place. À l'âge de 6 ans. C'était ce qu'on faisait avant. Eh bien non, ils ont décidé de prendre les petits à 2 ans. À partir de là, vous construisez des enfants qui doutent d'eux-mêmes, qui ont des problèmes avec leur peau. Et il y a un bel exemple que vous allez trouver sur Internet. Comment le colorisme a fait croire à mon fils qu'il n'était pas noir. Parce que là aussi, on trouve le problème des enfants noirs qui viennent. Il y a une maman qui m'a demandé... Bon, mon compagnon, moi je suis mulatin, enfin métisse, mon compagnon il est yougoslave, et je dois dire à mes enfants qu'ils sont noirs. Et puis elle me dit, est-ce qu'ils sont noirs? Mais ils ne sont pas noirs biologiquement, enfin je ne sais pas, ça ne fait pas un tout. Mais je voulais vous dire, la couleur, elle joue dans tous les sens, sauf que les peaux claires sont favorisées. Et même quand ils souffrent, c'est ce que je voulais dire à quelques femmes mulatrices qui m'ont dit « Oui, mais on nous fait des misères aussi, etc. » Un peu comme le white privilege. Oui, exactement. Ça dit, vous pouvez souffrir, mais la société telle qu'elle est construite là, c'est à vous qu'elle donne les privilèges, pas aux Noirs. Donc, c'est à vous de comprendre que vous êtes dans un collectif qui souffre, dont la majorité est noire, et elle souffre. Et puis arrêtez de penser à « Moi, j'aime ma petite personne ». On ne va pas le voir ici, mais je ne l'ai pas mis en diapo, mais dans ce livre qui s'appelle « Cheveux d'appoint », on vous dit c'est quoi les variations du peuple noir. Hein? Donc, on vous dit qu'il existe une palette de noirs pour définir le noir. Donc, les Africains américains étaient un bel exemple. J'avais déjà fait ce travail-là également. Ce travail-là aussi de considération de leur personne également, de leur peuple, de leur vision, voilà. C'est également mais effectué. On les a divisés en les faisant, lors du recensement, perdre 3 millions de membres d'un coup, c'est chaud. Et c'est parce que c'est le racisme, donc là, du coup, le racisme officiel d'État. Mais est-ce que le fait aussi, bon, par rapport à l'exemple américain, est-ce que le fait également qu'ils aient été avec l'apartheid, non, la ségrégation du moins, directement mis de côté, c'est-à-dire limite on ne vous aide pas, gérez-vous de par vos possibilités, et le fait peut-être rentrer d'être plus dans une société plus hypocrite,
ne pas franchement dire les choses, ça n'a pas retardé le processus pour pouvoir faire les Chez choses nous, également. chez Chez nous. Donc c'est ce que vous appelez une société Voilà, plus voilà. hypocrite. Plus hypocrite par rapport à l'État, c'est-à-dire vous êtes français, mais vous êtes français à part entière, vous êtes des ultramarins, vous faites partie de la République, mais autrement, ne pas forcément dire les choses, donc les gens sont un petit peu coincés, comme si ils avaient le cul coincé entre deux chaises. Oui, mais c'est ces mensonges d'État qui expliquent que nous soyons si mal en point psychologiquement. Et ce qui me désole, c'est que on nous accuse d'être des aliénés, alors qu'on ne nous a jamais donné accès à nous, ni à notre histoire. Et c'est pour ça qu'hier, je parlais de l'anthropologie dont nous sommes privés. Un peuple qui n'a pas de background, qui ne connaît pas son parcours anthropologique, histoire, sociale, spiritualité, tout ça, il ne peut pas être... on ne peut pas l'accuser d'être aliéné, puisqu'il y a quelqu'un, il y a un peuple qui a pris sa destinée, qui a séquestré sa destinée. Donc je demande aux gens de faire des analyses correctes. Et je demande à nos intellos, à nos universitaires, d'aider le peuple à comprendre qu'il faut qu'on arrête de se lancer à la tête qu'on est des aliénés. Mais je voulais vous dire, il y a un auteur qui a publié la gamme, les variations de ceux qu'on appelle les Kamites, le peuple noir. Et ça va, donc on a numéroté cette gamme. Elle va du 22, du numéro 22 au numéro 36. Donc il a été classé 36 carnations de peau selon l'échelle chromatique faune. Par rapport à la teinte de la peau? Oui, échelle chromatique, voilà. On dit un peu des nuances, etc. Dont les degrés 22 à 36, donc peau des Kamites, sont classés peau marron foncé à noir foncé. Ça s'indique par qui, ça? C'est un classement qui a été fait par un monsieur qu'on appelle von Luschen et qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé. Mais quand tu vois quand on voit quelqu'un d'Afrique du Sud qui a la peau jaune, qui a d'ailleurs donné naissance aux Asiatiques, aux Chinois, ils sont très jaunes. Pourtant, c'est un peuple noir. Donc, c'est important qu'anthropologiquement, nous sachions aussi nous situer dans l'ensemble de notre communauté. Or, c'est pas ça qui se fait. On s'est enfermé avec des hypocrites soi-disant, parce que le racisme, il est très influent à la Martinique. Je veux dire, peut-être qu'on nous a rendus aveugles à ces lieux de passage, à ces formes de manifestation. Mais il est très influent à la Martinique. J'ai l'impression aussi, en vous écoutant, que le colorisme est une arme du racisme. C'est comme on va appeler ça, une espèce c'est pas un enfant, c'est pas quelque chose de... en tout cas, c'est une manifestation de rejet de l'autre qui va s'inspirer du rejet qui est vraiment très violent du racisme, parce que même dans un couple ici, on peut très bien se taper dessus, etc., en disant coulis ou bien nègre, ceci, cela, mais en étant ensemble. Comme on disait au début de l'émission. En faisant des enfants ensemble. Louis, tu voulais rajouter quelque chose? Non, du coup, par rapport à... Par rapport à cette carnation, moi, ce que je crois, c'est que, donc, aujourd'hui, je remets en cause l'idée que nous sommes des aliénés parce que nous préférons, soi-disant, la peau plus claire. C'est un formatage également. Non seulement, c'est un formatage, mais si je suis dans une société, je suis un être humain, j'ai étudié, j'ai fait tout, peu importe mon faciès, j'ai le droit d'attendre de ma société qu'elle me donne les faveurs, les récompenses, les retombées pour lesquelles j'ai travaillé, pour mon génie, pour mon travail, pour mes efforts, pour tout ça. Or, quand je suis noir ou bien coulis, je sais pas quoi, non, j'ai pas le droit à tout ça, parce que quelques personnes d'ailleurs qui n'ont pas souvent les compétences que le noir peut avoir, eh bien vont leur refuser cette retombée qui leur revient de droit parce qu'ils ont ce qu'il faut pour mériter la place. Donc ce que fait le colorisme quand nous sommes entre nous,
Quand, par exemple, un mec va recruter une petite nana, il y a une petite mélatresse, il y a une petite négresse, il y a une petite poulie, une petite machin, il va prendre la mélatresse parce que dans les choix qu'il fait, il est question lui-même de se valoriser. Il faut comprendre ça. Il se projette. C'est-à-dire, si je prends quelqu'un qui est important dans la société, important dans les visions un peu racisées qu'on a, eh bien, ça me valorise. Il faut bien comprendre ce phénomène-là. Hein, ça me valorise. Puisque je prends quelqu'un, voilà, qui a fait, surtout si je suis une personne noire, qui s'est mise à douter depuis le berceau de ses qualités. C'est très important donc qu'on comprenne ça. Pour ça, il faut qu'on remette en question l'idée que nous sommes des aliénés. Moi, je dirais, j'accepterais cette analyse si nous avions eu le choix. Or, en nous déportant dans la brutalité que nous savons, en nous transformant en meubles de la façon que nous savons, en oubliant d'abroger le code noir, et puis en nous disant, si vous travaillez, vous serez récompensé. Et quand j'ai travaillé, on me dit, eh ben non, finalement ta peau, c'est une barrière entre le poste et puis voilà. Voilà dans quoi je suis. Donc cette espèce d'aberration qui empêche notre société de montrer tout son génie, d'affirmer, parce que la créativité, elle est partout, et justement ceux qui sont les plus discriminés travaillent plus. Donc ils sont à la limite plus méritants que tous les autres qui sont assis un peu sur des lauriers. Ceux-là qui travaillent sans arrêt pour se rendre visibles, pour se donner, pour dire regardez, comme on dit chez nous, ça c'est pas seulement chez nous. Eh bien, quand on est noir, il faut travailler combien de fois plus pour se faire voir. Ben voilà dans quoi on est. Et malgré ça, tout ce travail, ces efforts, etc., et ne vous garantissent pas que vous allez avoir la récompense. Enfin, la réussite que vous devriez avoir. Qui vous revient, parce que vous avez travaillé et que vous le méritez, comme on disait chez L'Oréal, parce que vous le méritez bien. Mais vous le méritez bien, vous avez bossé pour ça. Pourquoi tout d'un coup la barrière de la peau, de la couleur, vient vous empêcher d'accéder? Donc que font les gens quand on les empêche d'exister? Eh bien ils utilisent des stratégies de contournement, des barrières qu'on leur met. Et pour ça, eh ben, s'il faut que moi y ait un mélatrice pour m'arriver, moi quand je cherche mélatrice, mais mélatrice ici, et pas d'y aller moins, eh ben, moi quand je cherche un femme blanc. Donc du coup, on est dans ça. Tant que vous mettez des barrières à l'être humain, il va s'arranger pour les contourner, ou pour les enjamber, ou pour faire... C'est ça qui fait que nous sommes dans des choses incompréhensibles et qui nous échappent nous-mêmes, parce que de cette façon-là... De manière inconsciente. Oui, et puis on se dilue, on se délite, on a ce qu'on fait, c'est pour ça que Tchoupoutète, c'est très bien, on est un peuple Tchoupoutète, parce que du coup, on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais qu'il s'agit individuellement de développer. Alors, puisqu'on a des gens qui vont nous imiter, mais individuellement, on défait la société sans arrêt, à grands coups de matraque. À quel moment on va arrêter ça si on ne décide pas que, mais non, c'est pas nous, c'est pas ça que nous avons à détruire, c'est cette vision qui m'empêche en tant qu'être humain, de là où je suis, de la couleur que j'ai, de ma crépitude ou bien tout ce qu'on veut là, de mon nez, de ma bouche, peu importe. C'est pas ça qui a de l'influence sur mon cerveau. C'est le génie que j'ai qui fait que je vais explorer, chercher, comprendre et apporter ma pierre à l'édifice, ou porter ma pierre à l'édifice et donner à ma société ce que j'ai de meilleur. Eh bien, c'est ça qu'on nous empêche de faire à travers le colorisme. On prend des médiocres et chez nous, pardon à ce que je choque, il y en a par centaines à des postes qu'ils ne méritent pas d'occuper. Donc il faut laisser le peuple se développer, s'exprimer, s'épanouir. Quand il mérite, il faut le laisser s'épanouir. Mais non, on a développé les stratégies qu'il faut pour empêcher que ceux qui seraient surtout, qui nous devanceraient dans beaucoup de choses, eh bien, donc c'est une jalousie. On dit oui, nègre contre nègre, jaloux, ceci, jaloux, cela. Mais non, la jalousie est la maladie, d'abord, une maladie née de la colonisation et de la méchanceté, l'hypocrisie. D'ailleurs. Madame Esmeralda, malheureusement, vous connaissez déjà la petite lumière verte. Voilà. Elle a déjà clignoté. D'accord. Je voudrais que tu donnes un petit mot de fin
par rapport à... Je le ferai après qu'elle aura présenter son... Voilà, non, je ne veux pas le présenter, je veux juste dire à nos amis que j'ai publié, donc c'est depuis le début du mois là, de ce mois, les mystères du cheveu entre science et superstition. Ça va boucler la série des travaux que j'ai fait parce que j'attendais que l'université prenne cette problématique en charge parce qu'elle est super importante, mais elle ne l'a pas fait. Donc je m'en suis occupée et ça c'est l'opus qui va boucler cette série de recherches, mais je veux surtout que les nôtres comprennent que le peuple noir n'a pas fait du cheveu ce que les blancs en ont fait. Ça n'est pas un critère de beauté ou de séduction. Ça n'est pas ça dans la civilisation des Noirs. Donc il faut au moins qu'ils se disent, mais c'est quoi ? Nous en tant que peuple qu'on a déculturé, déporté, détruit, et puis qu'on continue à détruire, c'était quoi nos valeurs? C'est ça, se réanthropologiser. Ça veut dire redevenir des hommes, des humains, dans les dimensions que notre civilisation, dont notre civilisation nous avait investi. Donc je ne dis pas ce qu'il y a dans le livre, mais c'est très intéressant. Je prends des exemples partout dans le monde pour montrer la spécificité du regard africain, afrodescendant sur son corps, et surtout dire à nos sœurs qui se mettent de la colle sur les cheveux, comme l'a dit le docteur Bissanga, chirurgien capillaire. Mesdames, je vous rappelle que la colle, c'est pour le papier et le bois. Merci. Merci pour cette conclusion. Ce que j'aurais dit justement en mot de fin, c'est d'écouter ce qui a été dit, notamment pour comprendre à quel point le colorisme est un outil qui continue à nous diviser et à nous laisser finalement dans cette situation de dévalorisation et de net-content finalement. Donc c'est quelque chose de puissant qu'on tend à minimiser, mais maintenant effectivement, comme elle a dit, il faut le comprendre et travailler nous-mêmes pour édicter nos propres critères de vivre ensemble, comme l'a dit Mme Smerda, parce que c'est quelque chose qui est important, qu'on minimise, mais finalement c'est important absolument qu'on se réapproprie justement notre histoire et qu'on se réapproprie du coup notre avenir en travaillant sur comment on fait ce vivre ensemble, comment on construit ce vivre ensemble et pas s'appuyer sur comment d'autres nous demandent de vivre ensemble. Il faut que ça vienne d'un travail entre nous et qu'on puisse se dire ces choses-là justement concrètement. Donc de bien écouter l'émission parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur l'impact en tout cas du colorisme sur nous. Et puis on ne s'est pas choisi. On nous a mis choc en bloc ensemble. Donc on a dû faire avec. Mais maintenant, nous pouvons nous choisir. Je l'avais averti, beaucoup d'informations ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Bon, je sais que vous avez apprécié. Excuse-moi, Grégory. Sur ce, passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée.